Yeah, yeah, yeah. Mon nom est Martial Zebelinga, je viens du Cameroun. J'ai une formation en économie internationale, j'ai une formation en sociologie, j'ai une formation en commerce international aussi, à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mon activité principale actuellement, c'est le travail que je fais comme membre du comité scientifique international de l'UNESCO pour l'écriture de l'histoire générale de l'Afrique, volume 9. Et dans le cadre de ce projet, je travaille sur les questions épistémologiques, c'est-à-dire la discussion sur les perspectives d'écriture de l'histoire, les concepts sur l'écriture de l'histoire, les grands paradigmes, etc. Dans toutes les approches que je fais et qui sont souvent très transversales, je m'impose ce devoir de responsabilité épistémologique parce que j'ai la conviction qu'une grande partie de nos problèmes provient du fait que nous questionnons peu les problématiques qui nous sont présentées comme étant d'emblée scientifiques ou comme étant d'emblée pertinentes. Par ailleurs, je suis membre de la revue Présence africaine. Dans le cadre de cette revue, je publie plus des articles sur l'économie de la culture. Je suis un des économistes africains qui, depuis pratiquement 20 ans, a posé comme principe cette idée fondamentale que on ne peut rien faire sans ses ressources endogènes, et en particulier sans ses ressources culturelles. Donc, un travail que je fais qui est depuis assez longtemps, c'est mettre en avant les potentialités de l'économie de la culture. Avec, pour moi, en tout cas, une entrée dans l'économie de la culture qui est une économie de ce que j'appellerais une économie des artefacts, donc des produits, la production culturelle, les produits culturels, l'artisanat, le textile, etc. Une économie de ce que j'appelle des mantifacts, c'est-à-dire ce qui relève plutôt des idées, des imaginaires, et comment ces imaginaires-là peuvent être traduits dans la convivialité, mais également en économie. Et puis, le troisième aspect, c'est une économie de la culture qui relève pas seulement des sociophates, mais qui relève, c'est ce que j'appelle moi l'approche cognitive de l'économie de la culture. C'est-à-dire retrouver les savoirs qu'il y a derrière la culture. La culture comme savoir, savoir-faire, savoir-être, etc. Et ça renvoie à l'idée aussi de la culture comme part intégrante de l'économie endogène, etc., etc. Donc ça, c'est mon deuxième grand centre d'intérêt, c'est bien celui-là. Donc premièrement, comme je disais, les grandes questions épistémologiques en matière de sciences sociales, sciences humaines. Ensuite, un travail important sur l'économie de la culture, dans une vision ouverte qui est plutôt une approche cognitive de l'économie de la culture. Et puis un travail qui renvoie à ce que j'appelle un peu une espèce d'économie de la décolonialité. Et dans l'économie de la décolonialité, il y a donc évidemment les questions de franc CFA, etc., mais plus généralement les questions de sortie du paradigme colonial, c'est-à-dire sortir des économies africaines cette espèce de reproduction du cycle colonial sans la colonie, qui consiste en fait à n'être qu'un appendice des économies industrialisées, au sens où on ne produirait que des choses qui correspondent aux besoins des autres. La première lecture qui vient à l'esprit, pour moi, c'est un peu une lecture un peu anthropologique, c'est-à-dire que nous avons un moment extrêmement rare dans notre histoire contemporaine, que je considère comme un moment initiatique. C'est un moment pendant lequel on rompt avec les habitudes, la routine, et on se retrouve aussi dans une forme de confinement. Et c'est un temps qui peut être un temps fondateur. Pourquoi? Initiatique, déjà pourquoi? Parce qu'au sortir du Covid-19, quoi qu'on fasse, on sera et on est déjà changé. Jamais on n'avait vu la puissance, par exemple, la puissance occidentale, à ce point vaciller. C'est-à-dire que voir à quel point les États-Unis, l'Angleterre, la France sont en situation extrêmement bredouillante. Jamais on n'avait vu les références, surtout des colonisés et des après-colonisés, s'effondrer de la sorte. Ce sont des situations qu'on n'imaginait même pas, tellement on s'était habitué à mettre une certaine géographie humaine au centre des destinées de la planète. Et puis voilà, on se rend compte que un pays comme Cuba, qui est plus ou moins plutôt pestiféré qu'autre chose, apporte de l'aide médicale au cœur de l'Europe. On se rend compte qu'un pays comme le Vietnam, 90 millions d'habitants, qui est censé être un pays en développement, eh bien, ce pays-là va offrir 550 000 masques à 5 pays de l'Union européenne en dons.
On voit la Corée du Sud qui réussit à contrôler admirablement la pandémie. Et donc, on voit apparaître à la fois de nouveaux modèles, et d'un autre côté, on voit apparaître des défaillances qu'on n'attendait pas. C'est en ce sens que je dis que c'est un moment initiatique parce que on en sort comme si on avait passé une classe d'âge. Et dans ce moment initiatique, il y a, je dirais, encore deux autres éléments qui me semblent importants. D'abord, une force de rappel. Ce que j'appelle une force de rappel, c'est qu'on voit assez clairement les grandes orientations de l'organisation sociale et civilisationnelle qui prend en charge les destinées du monde. On va dire le monde capitaliste. On voit le rapport, par exemple, à la vie humaine, le rapport à la santé. On voit l'impact des politiques dites néolibérales, en tout cas les politiques d'ajustement structurel que les Africains ont subi pendant des décennies. On voit l'impact que ces mêmes mesures d'austérité produisent en Europe, aux États-Unis, du point de vue, par exemple, de la disponibilité des équipements, etc., du point de vue de la privatisation de la santé. Tous ces effets, aujourd'hui, sont assez évidents, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. C'est pour ça que je parle d'une force de rappel. C'est une espèce de rappel viral, en quelque sorte. Il vient nous rappeler dans quel monde on vit en réalité, et il vient nous rappeler quelles sont les priorités d'un monde qui a choisi davantage la finance par rapport à la santé. Et là, on voit dans cette espèce de point aberrant qui vient perturber la force d'une organisation sociale, la capacité de prendre des décisions, on voit que c'est l'ensemble de l'organisation sociale qui est en crise. Évidemment, la crise de souveraineté, on la voit aussi. Souveraineté sanitaire, on n'a pas de masque à des endroits où ça paraît quand même assez étonnant de ne pas pouvoir en avoir en relativement peu de temps. Je vous rappelle que beaucoup de pays africains ont fait fabriquer des masques artisanaux. Le Maroc a fait des masques un peu partout. Et donc tout ça, je crois, c'est un peu une force de rappel parce que c'est une façon de dire ou d'exprimer au monde si ce virus si on lui donnait une espèce de vie dans un imaginaire qui pourrait être africain, eh bien ce serait comme un messager qui reviendrait expliquer un peu, voilà le monde dans lequel on vit, ne nous y trompons pas. Et derrière cette espèce de force de rappel, il y a ce que j'appelle une force d'appel aussi, c'est-à-dire que qu'est-ce que ce virus finalement appelle comme solution par lui-même? Et il y a de ce point de vue des choses qui sont assez frappantes. C'est de voir la façon dont les peuples déjà se sont saisis de cette question. Toute une industrie justement artisanale entre autres, non seulement a produit des masques, mais on a vu des artisans fabriquer des systèmes pour se laver les mains dans des marchés, etc., avec des solutions comme ils pouvaient les trouver, mais on a vu des savoirs locaux et ces savoirs endogènes avec une énorme innovation proposer des solutions et non pas essentiellement attendre des solutions d'un État ou d'une institution quelconque. C'est aussi la preuve et la matérialisation, le rappel qu'il existe des forces endogènes, qu'il existe aussi des savoirs endogènes qui attendent en réalité de se mettre en interaction avec les pouvoirs publics, avec les programmes officiels, etc. On voit aussi, par exemple, qu'un certain nombre de pays ont mis en avant des solutions du type pharmacopée, etc. On peut discuter évidemment de la façon dont c'est mis en œuvre, on peut discuter du degré de fiabilité des solutions proposées, mais le fait est que ce sont les ressources qui sont disponibles, qui sont proposées et puis qui sont mises en œuvre. Il ne faut pas oublier que si on a 10 000 habitants pour un médecin en Afrique noire, en Afrique subsaharienne, ça veut simplement dire qu'une grande partie de la santé publique est assurée à la fois par des tradithérapeutes et par les savoirs sociaux et les savoirs familiaux. Et ça, c'est au moins aussi important que ce qui se passe dans la sphère officielle. Et je pense que là, on voit aussi la nécessité de travailler justement à ramener ensemble ces mesures, ces ressources tout au moins. Et on voit peut-être aussi une forme de demande d'expression et de matérialisation d'une forme de panafricanisme. C'est-à-dire qu'on voit qu'on peut également mutualiser nos ressources. On a vu par exemple l'enthousiasme qu'il y a autour de la tisane, du remède malgache. On voit qu'on peut mutualiser nos ressources. On devrait pouvoir le faire un peu plus, que quand on n'a pas assez d'équipements, qu'on n'est pas habitué à faire face à certaines attaques ou certaines atteintes, eh bien, une des solutions, ça reste encore de se mettre ensemble et d'y travailler. Et c'est possible de le faire aussi bien dans la finance
que pour les équipements médicaux, que pour échanger des savoirs, etc. Et donc, en ce sens, je crois que on a un virus qui a une très grande force finalement, à la fois de révélation, d'initiation, de révélation et de rappel. Le rappel, c'est qu'on a toujours à disposition des ressources endogènes. On a la possibilité et peut-être le devoir de les mutualiser et on doit se rappeler effectivement de ce que disaient certains de nos anciens, Africa Must Unite, comme Kwame Nkrumah disait. Et ça peut se faire effectivement sur des programmes absolument pointus en utilisant les ressources des diasporas, les ressources endogènes familiales, les ressources modernes, les ressources administratives, la coopération internationale. Tout ça peut travailler, peut se mettre ensemble, peut se mettre en interaction et en dialogue. Yeah, yeah, yeah. Un grand défi pour nous et pour les élites en particulier, ça va être la faculté à mobiliser ces ressources-là, à les mettre ensemble avec des mesures ou alors avec des protocoles plus contemporains qui resteront quand même endogènes, le fruit de ce qu'on aura produit ensemble localement. Alors, à mon sens, ce qu'on devrait bien comprendre dans cette pandémie, c'est qu'il y a la dimension sanitaire et il y a la dimension économique. La dimension sanitaire, elle entraîne des coûts économiques. Ensuite, il y a la situation économique qui va être plus globale, générée par la situation sanitaire. Les pays qui sont durement touchés par le Covid ont un premier impératif. L'impératif, c'est arrêter la pandémie. Et arrêter la pandémie, ça a une application économique. Puisque arrêter la pandémie, en gros, c'est congeler, mettre l'économie dans une forme de coma artificiel. Et plus on le fait intensément, et plus on a des chances de réduire le cycle de vie de la maladie. C'est-à-dire qu'on va raccourcir le plus longtemps la maladie, mais il faudra pour cela arrêter le plus longtemps et le plus profondément l'économie, les mouvements, la mobilité, faire le plus de distanciation sociale possible. Et ce n'est qu'après ça qu'on pourra faire relancer, repartir l'économie à partir d'un certain nombre de mesures budgétaires, monétaires, etc. Bon. En Europe, par exemple, ou en Occident, on a la question sanitaire plus la question économique. En Afrique, on a tout de suite la question économique parce que le ralentissement de l'activité mondiale, le ralentissement de l'activité en Occident, en Chine, entraîne des conséquences immédiates sur notre économie. De quelle façon? Le ralentissement économique entraîne une baisse d'abord des cours des matières premières, le cours du pétrole s'est complètement effondré, et ça implique que des pays qui sont pétroliers, qui dépendent beaucoup des ressources pétrolières, le Nigeria, l'Angola, etc., le Gabon, ces pays-là sont déjà dans une crise de financement. Le Gabon avait déjà une dette qui avait beaucoup augmenté avec la chute des cours pétroliers depuis les années 2014-2016. Là, la dette, elle est à plus de 100% du PIB. Plusieurs pays sont déjà dans cette situation-là, alors que ce n'est pas directement lié à la question sanitaire. Vous voyez, en Occident et en Asie, la question sanitaire entraîne la crise. Mais c'est la crise occidentale et asiatique qui, elle, entraîne la crise économique africaine d'abord, pas la crise sanitaire. Du coup, la façon de raisonner sur les solutions, elle n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire que les Africains vont donc mettre en avant fort logiquement les outils nécessaires pour réduire la crise économique qui les frappe déjà durement, beaucoup plus que la crise sanitaire. C'est pour ça que cette question de colonialité de la pensée est vraiment extrêmement importante. C'est-à-dire que si on croit qu'on va reproduire à chaque fois des solutions qui ont été prises ailleurs, alors qu'on n'est pas dans le même contexte, eh bien, on se trompe. Donc, il me semble qu'il faut travailler donc d'abord sur de toute façon sur la réponse sanitaire, mais nous, on doit le faire simultanément avec la réponse économique parce qu'on est déjà impacté. On voit qu'il y a beaucoup de ressources endogènes qui sont mobilisées pour aller dans le sens de l'immunité. Et je crois qu'il faut beaucoup travailler dans le sens d'éviter que la pandémie prenne, que l'épidémie prenne. Et on a les moyens qu'on a d'abord, ce sont des moyens, à mon sens, d'hygiène, des moyens de prophylaxie d'immunité. Ensuite, on devra faire avec les cas qui devront se présenter, c'est-à-dire essayer le plus possible de détecter le plus de cas
et puis de les sortir de la circulation. Mais ça, c'est pas très évident. Sociologiquement, il se passe quelque chose d'assez particulier. C'est qu'on voit que ceux qui peuvent le plus respecter le confinement, c'est en gros des populations plus ou moins aisées, qui ont la possibilité déjà dans l'espace dans lequel ils vivent, peuvent se permettre ils ont des espaces qui leur permettent d'être confinés, d'une part. Ils ont une certaine liberté par rapport à leurs obligations professionnelles, leur permettant aussi de pratiquer un certain confinement. Mais l'écrasante majorité dans les grandes villes, en particulier de la population, elle n'a pas cette possibilité. On a un avantage, entre guillemets, relatif, un double avantage. Avantage démographique, on a 60% de la population qui a moins de 25 ans. Pour ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une population relativement peu atteinte. Ensuite, l'autre avantage, c'est que globalement encore, ça dépend des pays, mais globalement, on a une densité d'habitants au kilomètre carré qui est relativement faible. Ça fait que la circulation du virus peut être relativement limitée. Mais au-delà de ces facteurs-là, sur lesquels on ne peut pas s'asseoir, il est important qu'on fasse ce qui est déjà en train d'être fait. C'est-à-dire qu'il faut de toute façon travailler à avoir plus d'équipements. Il y a des démarches sont faites par les différents pays qui d'ailleurs, il faut quand même le dire, même si on peut avoir des impatiences et des attentes importantes, il y a quand même eu une réaction relativement anticipée. Il y a toujours des problèmes de ce qu'on appelle notre élite problème, qui est celle qu'elle est. Et ce n'est pas seulement une élite politique, c'est important à dire, c'est vraiment une élite problème. Élite culturelle, élite politique, élite sportive, élite administrative, élite militaire, etc., avec des particularités. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont rompre les mesures d'isolement ou les mesures de distanciation sociale, qui vont passer entre les mailles des tests qu'il fallait faire, etc., du fait de leur statut social. C'est quelque chose, cette dimension-là est absolument rédhibitoire à tout progrès. Tant qu'on n'aura pas résolu ce problème d'élite problème, on reproduira les mêmes logiques. Et il faudra bien à un moment donné que cette élite dans son ensemble prenne les décisions responsables, les décisions qui s'imposent. À mon sens, ce seraient des décisions sanitaires, oui, des décisions endogènes aussi, des décisions en mutualisation. Là, on voit que le Burkina Faso et le Bénin, par exemple, étaient assez proches de réaliser quelque chose avec un médicament, la pivirine, je crois que ça s'appelle. Je crois que ça n'a pas été adopté à l'arrivée. Alors, si c'est vraiment la science et la fiabilité qui l'a emporté, tant mieux. Mais en tout cas, cette démarche, le simple fait d'avoir initié cette démarche-là est important. Le fait d'avoir initié une démarche avec Madagascar, peut-être le Sénégal, peut-être la Gambie, peut-être la RDC, ça, c'est des mesures qui me semblent aller dans le bon sens. Elles sont dans nos moyens et elles partent de nos ressources et elles peuvent se faire avec des standards de qualité et des exigences sanitaires de haut niveau. Et je pense qu'il faut aller vers ça. C'est-à-dire quand on n'a pas énormément de moyens, et même si on avait énormément de moyens, il n'y a pas de raison de se priver des savoirs qui sont des savoirs sociaux, qui sont des savoirs culturels, mais aussi des savoirs nouveaux et des savoirs modernes acquis des ressources africaines, qu'elles soient en Afrique ou qu'elles soient en diaspora. Yeah.